40e émission de Bug, votre podcast favori sur les séries télé et le cinéma. Alors je rappelle pour les néophytes, les profanes qui débarquent dans l'émission, s'il y en a, coucou à vous, déjà bienvenue, installez-vous à côté de nous, bien au chaud. Nous sommes trois gays lurons et nous parlons de ce que nous avons vu récemment au cinéma ou en DVD ou en DVD, oula, mon dieu, 2018. Et sur Netflix, parce qu'on a des abonnements à rentabiliser. Et donc nous sommes trois, je suis Alphonse Dadet, je suis accompagné de mes deux chers compatriotes, il y a Grumpy Seb, salut Seb. Salut. Et il y a Bastien, salut Bastien. Hey, salut à toi Alphonse, salut à toi Seb, salut à toi auditeur, auditrice. Bon stop, je vais essayer de faire simple aujourd'hui quand même, parce que je sais que Seb va parler de Doctor Who. Et là, on peut quand même probablement et potentiellement atteindre un chiffre record d'écoute pour notre podcast. Donc, pour que l'auditeur ne décroche pas trop à cause d'une présentation trop longue, trop digressive, ça serait quand même dommage. Donc, je vous laisse la parole, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Merci. Et bien, effectivement, aujourd'hui, on a un petit programme intéressant. Seb, qui est un grand fan de Doctor Who, un tout petit peu, va nous en parler. Et plus particulièrement de l'ère de Peter Capaldi, si j'ai bien compris. J'aborderai ensuite la petite série B de Lee Vanell, Upgrade, qui est sortie cette semaine dans nos salles, donc la semaine du 3 octobre, si je ne m'abuse. Et Bastien nous fera son habituel petit pot pourri, qui sera aujourd'hui un petit peu plus fin qu'habituellement, moins gargantuesque. Donc on va essayer d'aller vite aujourd'hui, mine de rien, on va essayer de faire une émission un peu plus courte qu'à l'habitude. Et du coup, Seb, c'est à toi mon grand, fais-toi plaisir, mais nous en plein partout. Ouais, donc, et juste pour... Putain, je vais faire tomber mon micro comme une merde. J'ai mis un coup de Sonic dedans. Ouais, donc, pour pas déconner, hein, j'ai pris le tournevis Sonic de Peter Capaldi, hein, c'est pas celui d'un autre. D'habitude, je prends celui de Matt Smith, et là, d'un coup, je me suis dit, folie, quoi. Ouais, donc on va pas parler de Doctor Who en général parce que j'aurais besoin de 3 émissions minimum et pas en version rushée comme on fait parfois pour pas faire trop long, sans jamais y arriver. On va juste s'intéresser à l'ère Peter Capaldi, soit le 12e et dernier docteur en date, avant le commencement de l'ère Jodie Whittaker, qui en réalité a démarré il y a à peu près 1 heure à l'heure où on enregistre, et hier pour ceux qui nous écoutent, ou 2 jours si vous écoutez mardi, ou 3 si... Enfin bref, vous avez saisi l'idée, mes propos voyagent eux aussi dans le temps. Bref, revenons à nos moutons. Peter Capaldi, 12e docteur, présent des saisons 8 à 10, de 2014 à 2017 en somme, avec sa petite intro dans l'épisode de Noël de 2013, Régénération oblige, et petit caméo ultra jouissif un mois plus tôt dans l'épisode 50e anniversaire. Vous suivez jusque là? Ça va? Non, on suit, on est tout oui. Alors, d'emblée je vais le dire, hein, mon docteur préféré est David Tennant, soit le 10e docteur. Mais alors pourquoi est-ce que je vais parler de Capaldi? Eh bien tout simplement parce qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée à la série ces dernières années, tout simplement. Il y a souvent des débats autour des docteurs pour savoir qui est le meilleur ou autre, alors qu'on devrait simplement s'arrêter sur sa préférence. Mais entre fait et opinion, il y a une ligne très mince que personne ne voit en fait. Sauf un jour. J'ai lu quelqu'un dire que David Tennant n'était pas son docteur préféré, mais que son ère, à savoir des saisons 2 à 4, était la meilleure. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est celle qui comporte les meilleurs épisodes. L'écriture y est tout bonnement absolument géniale, la saison 4 restant à mes yeux la meilleure. Parce que l'écriture, parce que le duo David Tennant-Catherine Tate, bref, je trouve la saison quasi parfaite. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? Tout simplement parce que ce sera le problème de l'ère Capaldi. L'écriture n'est absolument pas au niveau de la performance du mec. Et c'est super frustrant parce que, détail non négligeable près, Peter Capaldi serait mon docteur préféré. Mais reprenons dans l'ordre. Quand Jodie Whittaker a été annoncée dans le rôle, il y a eu des plaintes quelque peu sexistes. Ça reste une minorité, mais on sait comment ça va, hein. C'est plus marrant de pointer du doigt le con et en faire une généralité que vraiment réfléchir. Sauf qu'en 2013, quand Capaldi, alors âgé de 55 ans, a été annoncé dans le rôle, il était le plus vieux des docteurs depuis le retour de la série en 2005. Christopher Eccleston et David Tennant avaient la trentaine et Matt Smith, le plus jeune de tous, les épisodes classiques inclus, n'avait que 25 ans. Putain de nom de Dieu, ça a gueulé chez une petite frange de fans au féminin complètement débiles qui n'allaient pas pouvoir fantasmer sur le docteur à travers leur fanfiction érotique. Voilà, c'était juste un petit aparté rapide pour rappeler que les cons, il y en a dans tous les camps, peu importe l'âge et peu importe le sexe. Donc, on va enfin entrer dans le vif du sujet, promis.
La saison 8, elle était mi-figue, mi-raisin, comme on dit. J'adore cette expression. Il n'y a pas d'épisode catastrophique, hein. Il y en a même une majorité que j'aime beaucoup et aucun que je n'aime pas du tout. Mais j'ai l'impression d'assister à un brainstorming de l'équipe d'écriture qui tente de voir comment ce docteur pourrait être différent des autres. Et tout le monde se cherche un peu. Le ton des épisodes jure avec l'incarnation du docteur et il y a un sentiment étrange qui se crée. Par exemple, il y a un épisode où le docteur rencontre Robin des Bois. Non, mais l'épisode est vraiment bien. Mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que depuis la saison 5, il arrive. Kevin Costner? Non, absolument pas. Dommage. Non, c'est un peu plus coloré, comme Robin des Bois. Oula. Carriers. Donc, il faut savoir que. Et Rolf Flynn. Ouais, à peu près, en fait, c'est le même genre. Mais il faut savoir que depuis la saison 5 et l'arrivée de Matt Smith, c'est Steven Moffat, co-créateur de Sherlock, qui est devenu showrunner de la série. Il officiait déjà en tant que scénariste depuis la saison 1, et il est même responsable d'une poignée des meilleurs épisodes de la série. Mais une fois seul maître à bord, sans garde-fou, ça peut vite partir en couille. Là, c'est un cas flagrant. Il y a des épisodes, on sent qu'ils sont pensés pour Matt Smith, mais en collant la personnalité de 12 dessus. 12, c'est le numéro du 12e Docteur, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous. Merci, on est un petit gang comme ça, un peu foufou. On a 10, on a 11, on a 12, maintenant on a 13. C'est génial. 11, c'est celle de Stranger Things? Absolument pas. C'est un bien mieux 11. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent des photos des deux en disant 11 et ils sont contents. Voilà. Le monde des internets est vraiment chouette, j'ai envie de dire. Donc ici, avec 12, on a un docteur un peu plus grincheux, moins fasciné par les humains et pas mal grossier, voire totalement sarcastique. C'est vraiment dans l'épisode de Noël entre les saisons 8 et 9 que tout le monde semble enfin se mettre d'accord. C'est un épisode qui mélange Alien et Inception avec le Père Noël dedans, joué par Nick Frost, comparse toujours de Simon Pegg. D'ailleurs, nouveau petit aparté, le 10e Docteur était un gros geek fanat de pop culture. Ici, le 12e Docteur ne connaît pas Alien, et plus tard, dans la saison 10, on apprendra qu'il ne connaît pas non plus Predator et plein d'autres trucs. J'ai moi-même résolu cette petite incohérence parce que j'ai du mal à croire que Ten n'avait pas vu ces films. Donc, durant la régénération, lorsque le Docteur change de personnalité, ça affecte aussi son cerveau et plus principalement des souvenirs qui ont un rapport direct à ses traits de caractère. Donc ainsi, il est logique que le Docteur ait oublié ses films. Voilà, ne me remerciez pas. Ça veut dire qu'un jour, probablement, hein, j'espère, je vais devenir showrunner de la série. Parce que Steven Moffat avait, enfant, considéré et envoyé un courrier à Doctor Who Magazine, ou je sais plus exactement quoi, mais il avait considéré qu'on appelait les docteurs. Si, ça existe. Oui, j'en doute pas. Que les docteurs s'appelaient les docteurs parce qu'il y avait le docteur à la base. Et quand il est devenu showrunner de la série, il en a fait un truc canon. C'est canonique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les docteurs s'appellent docteurs parce que Doctor Who. Voilà. Moi je trouve ça vraiment cool. Mais c'était pas le cas avant. Dans la série non, c'était pas, ça n'avait jamais été dit. Et autre petite chose intéressante, puisqu'on ne connaît pas le vrai nom du docteur, qui est réputé imprononçable même pour les seigneurs du temps, Peter Capaldi dans une interview parlait du nom du docteur. Il disait que qu'il pensait que seuls les enfants pouvaient le comprendre. À partir du moment où leur cœur était à la bonne place ainsi que les étoiles alignées. Et ils ont pété ça dans son monologue final. Wow. Et je trouve ça génial. Je pense que c'est Martin Guigui. Oui, sans doute. Réputé imprononçable, à mon avis, c'est ça. Ils savent pas si c'est Gigi, Guigui. Bref, parce que je suis en train de partir en tous les sens. Si ce n'est Danny Ping, Love Interest de Clara, que je ne peux vraiment pas blairer, la saison 8 est globalement bonne sans être extraordinaire. Je recommande The Caretaker et Mummy on the Orient Express, qui sont, je pense, mes 2 épisodes préférés de la saison. Quoi qu'il en soit, sur sa première année, Peter Capaldi était un excellent acteur jouant à être le docteur. Une saison mi-figue, mi-raisin, comme je le disais. Il se cherche, Capaldi, Moffat, le docteur. Ils ont un peu de mal à se trouver, les hauts sont très hauts, mais il y a aussi des bas. Puis arrive le premier épisode de la saison 9 de Magician's Apprentice, où Capaldi ne joue plus à être le docteur. Il est le docteur. L'épisode offre une introduction au dernier des Seigneurs du Temps absolument grandiose. Après 20 minutes d'épisode où tout le monde le recherche, on le retrouve en plein Moyen-Âge où il fait une entrée fracassante en se tenant debout sur un tank, en portant des lunettes de soleil et en jouant de la guitare électrique. L'anachronisme est absolu et c'est jouissif à mort. Oh, en bonus, il leur a appris le mot dude. Rien que ça.
Petit fun fact, dans sa jeunesse, Peter Capaldi était guitariste et chanteur dans un groupe punk de Dream Boys, où quand le grand fan depuis l'enfance devient son héros et donne de sa personnalité à celui-ci. Imaginez un peu, à l'époque, Patrick Troughton, le deuxième docteur, lui, il jouait de la flûte. C'est pas mal différent niveau ambiance. Mais là, Capaldi, le plus vieux des acteurs et incarné le Docteur depuis le retour de la série en 2005, est aussi parvenu à être le plus rock'n'roll et le plus cool, sans se forcer, juste en étant lui-même. Il a même rejoué le générique pour un épisode, le thème original étant couvert sur sa guitare. Epic of epicness. Cette ouverture va donner le ton de la saison, et franchement les gars, je déconne pas. C'est ma préférée depuis la 4ème. Elle est aussi géniale que la performance de Capaldi. Le seul souci que j'ai, c'est que c'est la seule saison de l'ère Capaldi où se trouve un épisode que je n'aime absolument pas. Sleep No More, pourtant écrit par Mark Gatiss, dont j'aime généralement bien les épisodes. Mais en dehors de ça, putain de merde, les 11 autres épisodes varient entre bons, très bons, fantastiques et même grandioses pour l'un d'entre eux. Pourtant c'était pas gagné, hein. Le concept était de faire une saison avec quasiment que des doubles épisodes. C'était facile de tomber dans l'intrigue à rallonge, ce que certains épisodes de 45 minutes avaient déjà fait par le passé. Mais là, ça passe putain. Moffat et son staff ont retrouvé le feu, c'est dingue. Et au milieu des bons épisodes, ils te font des trucs, mais c'est juste fou. T'as le speech anti-guerre par exemple. Et là, on va aller au-delà de la série, parce qu'on est sur un sujet extrêmement sérieux. Parce que Doctor Who qui fait de la géopolitique, c'est pas fréquent, mais nom de Dieu, quand ils y vont. De Zygon Invasion, la première partie, est un bon épisode qui contient déjà son lot de propos intelligents. Ça et le fait que le Docteur se fasse appeler Docteur Disco ou bien encore Docteur Funkenstein, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est surtout sa deuxième partie de Zygon Inversion qui explose tout. Et au passage, quand on lui demande son prénom, le Docteur répond ici Basile, et j'adore. Dans cet excellent épisode, il y a une scène qui va au-delà de l'excellent. Elle dure quasiment 10 minutes et elle est non seulement parfaite, mais en plus, c'est le Docteur qui fait la majorité des dialogues. Les autres ont une ou deux petites phrases qui lance Capaldi, enfin son Docteur, à partir dans des monologues endiablés. Et cette séquence reste et restera une masterclass d'acting de la part de Peter Capaldi. Non seulement il est monstrueux, mais tout sonne juste. L'épisode a été diffusé 6 jours avant les attentats de Paris du 13 novembre et il contient absolument tout ce qui aurait dû être dit aux politiques et aux troufions qui se sont succédés à la télé pour montrer ô combien ils étaient indignés par les événements. C'est idéaliste au possible, c'est sûr. Ça repose sur l'espoir et rien d'autre, c'est évident. Mais même sans rien révolutionner, ce qui est dit dans ce double épisode relève le niveau de ce qu'on peut entendre dans nos télés diffusant la supposée réalité. Et après The Rings of Akaten dans la saison 7, la série prouve à nouveau qu'user de la guerre du temps donne au Docteur une charge émotionnelle forte et un recul sur les événements lui permettant de relever le niveau du genre humain. C'est beau, fort et simple à la fois. Après ça, on se dit que ça va être difficile de faire mieux. Tant Moffat pour l'écriture que Capaldi dans sa performance. Monumentale erreur! L'avant-dernier épisode, Heaven Sent, est dans mon top 10 des meilleurs épisodes de la série. Et définitivement mon préféré de l'ère Capaldi. C'est pas un dialogue, c'est pas une scène, c'est tout l'épisode dont il est question, parce qu'il est quasi parfait. Sur 54 minutes, Capaldi doit être seul à l'écran pas loin de 50. Et si je parlais de masterclass d'acting avec The Zygon Inversion ici, putain, il n'y a pas de mots. Le voyage dans le temps, c'est un truc que j'aime depuis que je suis môme. Mon premier souvenir cinématographique, c'est Retour vers le futur, après tout. Depuis, j'ai bien entendu continuer à m'intéresser, et ce, en dehors même des œuvres de fiction. Du coup, après 20 minutes d'épisode, j'avais compris où ils emmenaient. Et pourtant, malgré ça, rien n'est gâché. En fait, c'est un peu comme un film à twist. Une fois le twist révélé, que reste-t-il de l'œuvre? Si celui-ci fait tout le film, alors c'est que le film est raté. Je pense par exemple à un truc genre Emprise, de notre ami Bill Paxton. Non. Voilà, C'est ça. Qui est vendu pour son twist alors que c'est de la merde. Si la seconde vie... D'accord. Exactement. C'est pour ça que je disais ça en fait. Si la seconde vision est à la hauteur de la première, c'est que le twist n'était pas le cœur du film et qu'il ne s'agissait donc pas d'un film à twist. Voyez le sixième sens de M. Night Shyamalan par exemple. Retirez-lui son twist, pas son twist. Il vous reste un beau film, un drame humain. Ici c'est pareil, le twist n'est qu'une claque. C'est un rappel de ce que le Docteur peut endurer par duty of care, comme il dira à Clara dans l'épisode suivant. Heaven Sent, c'est la preuve que Peter Capaldi était parfait pour incarner le Docteur. Il joue tout dans cet épisode et il réussit tout. Il est un Docteur déterminé, un Docteur laminé, un Docteur qui a baissé les bras, un Docteur qui veut abandonner et un Docteur revigoré, à nouveau déterminé, sachant pertinemment le calvaire qui suivra encore et encore et encore. J'étais sur le cul après la première vision et c'est toujours le cas après 5 ou 6.
Après ça, on a un épisode de Noël beaucoup plus léger, mais fort bien, où River Song, présente depuis la saison 4, fait la rencontre du 12e Docteur. S'ensuit alors un hiatus de 1 an. On se retrouve à nouveau pour Noël, avec un gros épisode bien décevant, où Moffat plonge tête la première dans ce qui fait la hype ces derniers temps, à savoir les super-héros. Et si l'épisode contient son lot de moments vraiment chouettes, il n'est vraiment pas inoubliable. Et malheureusement, ça continuera sur la 10e et dernière saison. Je l'ai réévalué à sa seconde vision, mais Capaldi survole tout, puisqu'il est dans la continuité de sa performance exemplaire démarrée la saison précédente, bien que ça manque de guitare électrique. Mais il est mal servi. L'épisode vont de sympa à bien en passant rarement vers bon, et c'est franchement dommage. Reste le double épisode final où Moffat reprend du poil de la bête et offre une belle fin d'histoire au 12e Docteur, avec au milieu de tout ça un monologue qui résume parfaitement les intentions du Docteur sur la bonté, et Capaldi délivre le texte avec une justesse folle. C'est juste dommage d'avoir fait une grosse moffaterie, comme je les appelle, une tâche au milieu d'un joli tableau. Une moffaterie, c'est quand un truc qui n'a absolument aucun sens prend trop d'importance au point qu'il est impossible de fermer les yeux dessus. Parce que des petites incohérences, ça arrive, on peut facilement les oublier quand on aime. Là, c'est un peu compliqué. C'est pas un défaut, c'est pas une gêne, c'est de la merde. Du coup, je demande à nos 13 auditeurs, s'il y a des fans de la série parmi eux, de bien vouloir m'expliquer la fin avec Bill et Heather. Et comment elles font pour ramener le Docteur dans son TARDIS. Et qu'est-ce qu'elles sont en fait, etc., etc. Parce que moi, perso, entre le moment où le Docteur parvient à vaincre les Cybermen et le moment où il se réveille dans son TARDIS, j'ai rien compris. J'essaie, mais j'y arrive pas. Ça d'ailleurs, c'est le défaut de Moffat. Hein. J'en avais parlé quand on avait évoqué Sherlock, c'était dans la toute première émission. C'est un mec intelligent qui considère son public comme étant tout aussi intelligent. Ça semble être une qualité, mais le problème c'est qu'il complexifie un truc simple pour que ça paraisse compliqué. Et du coup, ça devient parfois incompréhensible ou vain. Et c'est dommage. La simplicité, ça paie souvent. C'est le syndrome Christopher Nolan, ça. Absolument. Je trouve pas. Je trouve que Moffat est bien pire. J'ai pas l'impression d'avoir. J'ai pas ce sentiment-là devant les films de Christopher Nolan, personnellement. Ça se discute. Ouais, après, moi je suis un grand fan de Nolan là où vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes des. Ah non, on aime bien, vous êtes c'est des juste que... Vous êtes des rats. Moi j'ai beaucoup de respect pour Nolan, mais il y a des fois où... Ah, des fois il se perd. Il pour pas grand chose. Oui, le coup de la brique dans The Dark Knight, je veux bien admettre ça. Dans Inception, tout le film en fait est pas si compliqué que ça. Bah non, il est pas compliqué, mais c'est les spectateurs qui disent qu'il est compliqué. Hein. Ouais, non, mais voilà, après, moi, parce que j'ai pas l'impression que Nolan te le vende comme un film hyper intelligent ou quoi que ce soit. Hein. On fait une petite digression, mais c'est pour ça que moi j'aime bien Nolan, c'est que justement lui aussi c'est pareil, il mise beaucoup sur l'intelligence de son spectateur et c'est quand même devenu extrêmement rare de nos jours. Et c'est tout à son honneur. Après, il a parfois les yeux un peu plus gros que le ventre, mais ça se respecte. Bah oui. Mais fermons la parenthèse. Oui, parce que je vais en ouvrir une autre. Je voulais parler des deux derniers épisodes de la saison où il y a les Mondasian Cybermen, qui sont les ennemis préférés du Docteur pour Capaldi. C'est pour ça que Moffat les a balancés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as une série de 55 ans, forcément à l'époque c'était pas vraiment ça, et les Cybermen qui sont donc des robots, à l'époque c'était des gens qui mettaient des cagoules et avec des trucs genre gris, tu vois, c'était des combinaisons absolument ridicules, c'était très très moche, et puis petit à petit ça a évolué pour devenir de vrais robots, et j'ai l'impression que dans ce double épisode, en fait, Moffat a simplement donné une explication à ça, et je trouve ça génial, comme quoi Moffat peut faire des trucs vraiment très très bien, donc, parce que Moffat a été vraiment détesté par beaucoup de gens, on en dit beaucoup de mal, etc. Moi personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était complètement exagéré. Mais là donc, ils expliquent, parce qu'en fait, fondamentalement, les Cybermen prennent des humains et ils les suppriment complètement leurs émotions et font d'eux des Cybermen. Et donc, ça explique l'évolution des Cybermen qui au début ressemblaient à ça, puis ils sont devenus des robots. Voilà, je trouvais ça cool. Mais attends, les Cybermen, c'est ce qu'on appelle les Daleks ? Non, ça, les Daleks, c'est encore autre chose. Les Daleks n'ont pas trop évolué physiquement, ça a toujours été des petites bottes de métal. Si tu veux faire une idée, les Daleks c'est R2D2 et les Cybermen c'est C3PO. D'accord. Voilà. Un petit coup de Sonic. Voilà. Donc voilà, bref, on retrouve une dernière fois le 12e Docteur pour son chant du cygne dans l'épisode de Noël où il croise la route de sa toute première incarnation. C'est David Bradley qui joue le rôle du premier Docteur, chose qu'on voulait tous voir depuis qu'il avait interprété William Hartnell, le vrai premier Docteur, dans le téléfilm racontant les origines de la série qui avait été diffusé pour le 50e anniversaire. D'ailleurs, je le recommande. C'est un chouette film que j'ai trouvé meilleur que l'épisode 50e anniversaire lui-même. Bref, un épisode simple où il n'y avait pas de méchant en fait, juste deux incarnations du Docteur refusant de se régénérer. C'est pas incroyable, il y a mieux comme sortie, mais Capaldi est encore une fois formidable, et sa dernière scène, son dernier monologue, c'est juste parfait. La régénération c'est toujours un moment étrange en termes d'émotion, des larmes au rire, de la tristesse de perdre un Docteur, mais de la joie de pouvoir en découvrir un nouveau.
La première des New Who, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a les classiques Who et les New Who. Wouhou! Lorsque j'ai commencé la série, David Tennant était déjà ultra populaire. J'avais marqué de Big Deal à la base, mais je me suis dit d'aller faire une blague sur Vincent Lagaffe. Donc le mec était déjà... donc il était déjà extrêmement populaire et donc il y avait que de l'excitation lors du départ de Christopher Eccleston. Et j'ai pas été déçu, dès sa première scène, Tennant était déjà glorieux. Mais lorsqu'il fut sur le départ, c'était déchirant. Contrairement aux autres qui font un long discours, et lui, il n'avait qu'une seule phrase: I don't want to go. Sentiment putain de partagé, quoi. Puis Matt Smith faisait son apparition dans une séquence que j'apprécie énormément aujourd'hui, mais qui me laissait de marbre à l'époque, ne le connaissant pas du tout. Mais au fil du temps, son docteur a grandi en moi. Non, ce n'est pas sale. Et j'en suis venu à l'adorer au point que son départ en fut déchirant également. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pour la première fois, le casting du prochain docteur était on ne peut plus excitant. Conséquence, le mélange d'émotions était détonnant. J'étais à la fois très triste de voir Smith partir, mais en même temps pressé de le voir s'en aller. D'un instant à l'autre, alors que j'avais une bonne grosse larmichette qui coulait le long de ma joue, ou peut-être était-ce plus qu'une larmichette, un immense sourire est apparu sur mon visage. C'est entre beaucoup d'autres choses ce que j'adore avec cette série. Pour Peter Capaldi, je reviens à l'étape David Tennant. Je suis curieux de découvrir Jodie Whittaker, je n'attends rien d'autre que de l'adorer, mais pour l'instant, mon seul désir est de conserver Capaldi pour encore ne serait-ce qu'une saison. La régénération n'était que déchirure, et j'ai hâte que le 13e Docteur me le fasse regretter comme le 11e l'avait fait avant. Mais il va y avoir du boulot sur ce coup. Donc voilà, Peter Capaldi aurait pu être mon docteur préféré si la qualité d'écriture avait suivi. Mais une chose est sûre, il a marqué de son empreinte la série. Il était et restera phénoménal. Et je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver un mec de sa trempe dans le rôle. Voilà, plus ou moins, en oubliant trop de choses, pourquoi j'aime Peter Capaldi et le 12e Docteur. Et est-ce que Peter Capaldi retrouvera un jour un rôle de l'envergure du Doctor Who? Il l'a déjà eu avant, en fait, Malcolm Tucker dans la série de Fikovit. Où il est... C'est quand même... ça a moins de retentissement que le Docteur Ah, Who. c'est super populaire hein, quand même. On se rend pas compte, hein. Je te jure, on se rend pas compte à quel point la série est populaire. Et d'ailleurs, c'est vraiment le grand écart avec Doctor Who parce que son personnage, Malcolm Tucker, est extrêmement grossier. Tu vois, la grande séquence culte de Macron qui dit traverse la rue, va trouver un travail. Ouais. Bah, Malcolm Tucker, ce serait putain, mais ferme ta gueule, il va chercher un boulot, il fait pas chier, connard! Pour que vous donniez une idée. Ce qui n'est pas du tout le docteur, quoi. Parce que enfin, moi, c'est ça que je connais pratiquement pas du tout le Doctor Who. J'ai dû mater les 2 premières saisons et encore, je suis pas sûr quand il y avait eu le revival avec à l'époque Christopher Eccleston. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est justement par les acteurs qui l'interprètent. Et donc Eccleston, il a quand même eu sa carrière avant et il a une carrière après. David Tennant, c'est un peu pareil, on l'avait déjà vu avant et on continue de le voir dans d'autres trucs qui marchent pas mal. Par contre, Matt Smith, maintenant je sais pas trop ce qu'il fait. Matt Smith, il était dans le dernier Terminator, ce qui est pas glorieux, mais c'est un petit rôle, et il est dans le prochain Star Wars, épisode 9. Ah. Bah, il a fait la série de Crown pour Netflix. Ah, il joue dans The Crown quand même. Ouais, il joue le prince Philippe, c'est ça, c'est Philippe ou un autre, enfin je sais plus. Non, parce que je connais pas les princes. Non, mais il y a un Philippe. C'est possible alors. D'accord, donc en fait, oui, mais c'est. Puis bon, après, Jodie Whittaker, on l'avait déjà vu aussi auparavant. C'est intéressant, justement, qu'elle soit prise pour le Docteur Who. Mais elle était très bien dans son premier épisode. Voilà, donc un petit débrief vite fait sur ce premier épisode que t'as vu. Bah, c'est un peu compliqué parce que là on change de tout. Ce n'est plus Steven Moffat qui est aux commandes, c'est Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch. On a un nouveau docteur, on a toute l'équipe, tout le staff qui a été changé. C'est vraiment plus du tout les mêmes pour la photo, pour l'écriture, pour la réal, etc. Tu ne retrouveras pas une seule personne que tu as vue sur les dernières années. Je suis pas encore spécialement conquis par les compagnons. Il va falloir qu'ils mettent un peu du leur, quoi. Mais Whittaker, en fait, le problème du premier épisode, c'est que le docteur vient de se régénérer, il n'est pas encore exactement complètement lui, elle dans son cas. Il se cherche encore, etc. Il est en plein processus de régénération, donc ça va prendre. Ce sera pour les deux. Enfin, faut attendre quelques épisodes vraiment pour se faire à l'idée, mais elle était déjà très très bien dans ce premier épisode. Et le fait que ce soit une femme ne change absolument rien d'ailleurs. Hein. À voir sur le long terme. Voilà. Parfait. Bastien, quelque chose à ajouter sur le Doctor Who? Je voulais surtout remercier déjà Seb pour cette critique qui a dû plaire aux fans de Doctor Who. Je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Les Whovians. Ah voilà.
Et puis une petite blague comme ça, une petite blagounette qui peut faire rire deux personnes. Tu disais que ton docteur préféré, toi, c'était Matt Smith, c'est Non, ça? David Tennant. David Tennant, autant pour moi. Moi, c'est le docteur Nos, mon docteur préféré. Voilà, on est deux à la comprendre, celle-là. Et c'est parce qu'il existe vraiment. Docteur Maboul. Écoute, parfait. Parfait, le petit Peter Capaldi. Mais est-ce que du coup tu nous prépares après des chroniques sur chaque docteur? Ça va me prendre beaucoup de temps quand même. Mais c'est faisable. Je pense qu'il faut que tu revoies tous les épisodes que tu as Mais déjà j'avais vus. prévu de toute façon de le faire. J'avais m'étais prévu une petite intégrale. Il faut au moins que tu fasses ton préféré, David Tennant. Oui, au moins. Ouais. Mais vous Allez. voulez un petit fun fact assez amusant? C'est que Peter Vas-y, Capaldi on est jouait friand. dans ce très mauvais film qui est World War Z. Ouh. Et au générique, il est parce que tu vois, il y a un truc qui à la fin quand Brad Pitt va dans le truc où il va chercher le remède, Ouais. le truc s'appelle le WHO, WHO, et Mhm. Peter Capaldi joue un docteur dedans et au générique, il est crédité en tant que WHO docteur. Who. Ah, Fun fact. juste Effectivement, avant, fun donc fact. c'est amusant. C'était une année avant d'être le docteur. Je trouve ça fort amusant, voilà. Est-ce que Dommage Roger que Daltrey sera le prochain? Je sais pas. C'est dommage que ça soit dans un film de merde. Les fans veulent vraiment voir Richard Ayoade, je suis pas sûr de la prononciation de son nom, c'est Moss dans The IT Crowd. Et je pense qu'il serait absolument génial pour refaire un truc un peu plus familial comme c'était le cas dans les classiques. Ah, pour Doctor Who. Ouais, je l'imagine bien. Et- Vous avez tous les deux, enfin Bastien je sais, mais toi Tony, je sais pas si t'as Ouais, vu non. The IT Crowd. Non. Ouais, bah, Bastien peut imaginer Moss maintenant avec un tournevis Sonic et un Tardis. Ce serait intéressant. Et il voit pas Idris Elba. Non, pas spécialement, on en a pas parlé. Ouais, mais au moins un rôle qu'il aura pas là. Oui. Bon, bah très bien. Effectivement, bravo Seb, belle chronique. Merci. Euh, Merci. Bravo. Je suis Donc, vraiment ça pas va à la être hauteur d'enchaîner. de ce que vaut Capaldi parce que le mec il faut pas trop m'avancer mais apparemment il aurait quand même été poussé vers la sortie par la BBC. Ah, carrément. Oui mais en fait ils ont sorti un article et ça c'est officiel pour après l'avant-première du premier épisode de la nouvelle saison où ils écrivaient à propos de Whittaker que c'est super rafraîchissant surtout après 3 années de Peter Capaldi qui n'était pas universellement aimé. Ce que je trouve absolument abominable comme truc dans un truc officiel quoi. Voilà. C'est pas classe. BBC c'est pas classe. En tout cas, ils ont renouvelé toute la team, t'as dit, et donc c'est le showrunner qui avait pour Broadchurch, et j'ai envie de dire que ça fout un peu les boules. Enfin, ça, c'est que mon avis. Ouais, je sais pas, j'aimais bien la première saison puis après. Enfin voilà. Ça, c'était quand même pas mal délité sur la première saison, Broadchurch, déjà, au niveau des Ça a critiques. étiré, ouais. Alors, ça fait un peu peur. Bon, bref, on verra ça sur le long terme, Ouais. nous n'avançons pas. Voilà. Bon, bah du coup, j'enchaîne avec ma petite critique, mon petit avis personnel de Upgrade, donc de notre ami Leigh Whannell. Donc voilà, c'est une petite série B qui est apparue dans nos petites salles obscures récemment, donc cette semaine, comme je l'ai dit dans l'intro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais que Seb, déjà tu l'as vu, Bastien tu ne l'as pas vu, donc Seb tu pourras me reprendre si je me gourre. Le pitch du film, parce qu'il faut quand même parler un peu de quoi ça parle. Donc c'est un mécano un peu à l'ancienne, vous voyez, qui écoute de la musique un peu hard rock et compagnie, qui vit dans un futur assez aseptisé, où beaucoup d'assistants vocaux tels Google Home, Siri et compagnie ont pris un peu la main sur la vie des gens, j'ai envie de dire. Donc voilà, il travaille pour un espèce de géant de l'industrie informatique, une sorte de Elon Musk un peu. D'ailleurs, je pense que le nom du personnage se rapproche un peu, je crois que c'est RN quelque chose. Donc voilà. Et donc un jour il va avec sa femme chez ce mec là et en revenant ils ont un accident de bagnole et ils se font agresser par des loupards et la femme est tuée et lui est laissé pour mort, sauf qu'il n'est pas tout à fait mort, vous pouvez vous en douter, il est paralysé et il est condamné à vivre en fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que le monsieur, le magma de l'informatique, lui propose un deal en lui proposant de lui implanter une sorte de puce d'intelligence artificielle dans le corps qui lui permettrait de retrouver toutes ses facultés motrices et donc pouvoir se redéplacer comme avant et compagnie. Donc
comme vous pouvez vous en douter, il accepte, et puis après il va se mettre en quête de retrouver les assassins de sa femme. Donc voilà, ça c'est le pitch du film. Donc le verdict sur ce petit upgrade, c'est que c'est une bonne petite série B bien emballée, comme on a malheureusement plus trop l'occasion d'en voir dans nos salles obscures, et c'est déjà un petit miracle que ça soit arrivé jusque-là, parce que mine de rien, ça aurait très bien malheureusement pu finir en DTV, et ça aurait été vraiment une petite déception, tant le film propose quelque chose, bah, propose quelque chose justement modestement, mais il parvient à chaque fois. C'est pas un film qui va révolutionner le 7e art, mais c'est un putain de film où on prend du plaisir. Bien entendu, c'est très, il y a pas mal de références, hein. On peut penser à Robocop. Moi, j'ai pensé pas mal à Robocop. Je sais pas si Seb, ça t'a fait un peu le même truc. Ouais, le futur un peu. Ouais, voilà, le futur un peu crade avec des voyous à tous les coins de rue et compagnie. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Bon, après, bien entendu, on peut penser aussi à un épisode d'1 heure et demie de Black Mirror avec. Mieux. J'aime pas Black Mirror, donc forcément mieux. Je pense aussi que c'est un chouïa mieux, au moins pour les dernières saisons de Black Mirror, mais on va pas s'étendre. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un film qui pisse pas très loin, je crois qu'on l'avait dit déjà dans la précédente émission, mais effectivement, ce que ça tente, ça le réussit. Il y a des idées de mise en scène qui sont plutôt pas mal. Vanel, quand par exemple le personnage est en fauteuil roulant, propose une mise en scène extrêmement statique avec quasiment, je pense même aucun mouvement de caméra. Et du coup, quand le personnage reprend ses facultés, la caméra se remet à bouger, devient portée et compagnie. Donc c'est un petit truc amusant. Je trouve ça plutôt bien vu et c'est amusant de noter ce genre de choses. Je trouve que aussi le mélange de tons m'a un peu décontenancé au début. Je sais pas si t'as fait la même impression, Seb, mais moi la première attaque avec le mec, j'ai failli éclater de rire tellement je trouvais ça pas loin d'être ridicule, mais je trouvais ça extrêmement bizarre. Et moi, pour tout te dire, je final... m'attendais tellement à une bouse que, allez, je veux dire, les 15-20 premières minutes, je regardais le film d'un œil, quoi. Ouais. Puis après, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas trop mal. Ouais. Et donc voilà, bon, pour ceux qui verront le film, vous verrez la première attaque est très surprenante au moment où il prend conscience de ses capacités physiques. Voilà, il y a une sorte de le personnage a une réaction un peu bizarre et tout, la façon dont c'est filmé et compagnie, c'est un peu pas désopilant, mais il y a quelque chose d'humoristique. Je vous rassure tout de suite, plus on progressera dans le film, moins ça sera rigolo, hein. Il y a même un truc bien gorasse à un moment qui m'a bien fait plaisir, à base de mains retournées, mais j'en dirai pas plus. Et voilà, donc moi il y a un seul petit truc que je reproche au film malheureusement, c'est que son climax est pas génial. Ça méritait d'un truc un peu plus punchy, un peu plus couillu. L'affrontement final contre je vais pas trop spoiler, mais contre on va dire le voyou qui a tué sa femme, manque un peu d'ampleur. C'est résolu en 2-3 minutes avec un combat un peu moisi. Ensuite, il y a une autre scène après celle-ci qui est un peu plus intéressante et qui conclut le film sur quelque chose qui pourrait être intéressant, qui peut amener une séquelle comme ça peut très bien se terminer là-dessus. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est quelque chose c'est une histoire close, même si effectivement le mec a bien réfléchi à son truc et ça pourrait être développé plus tard. Mais c'est difficile quand même de vous en parler sans trop spoiler. Je vais spoiler, passer 2-3 minutes les auditeurs si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez voir, Bastien, bouge-toi les oreilles si tu veux pas savoir. Mais la fin du film, donc maintenant je spoil, on pourrait presque annoncer la naissance d'une sorte de super vilain. Donc je sais pas si ça t'a fait la même chose, Seb, parce qu'à la fin l'intelligence artificielle a pris le pas sur l'humain, l'être humain a disparu du personnage, et c'est donc l'intelligence artificielle qui dirige entièrement le perso. Et on a une sorte de protagoniste plutôt clivant et un peu malfaisant, et on pourrait presque voir la naissance d'un perso qui peut amener quelque chose de très puissant et de destructif. Donc voilà, bon, fin du spoiler. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu le bémol que je pose, c'est ce climax que je trouve malheureusement pas à la hauteur de tout le reste. Ensuite, Logan Marshall Green, si tel est son prénom, qui est donc le sosie officiel de Tom Hardy, sans la carrière, encore que celle de Tom Hardy a quand même de sacrés
sacrée croûte dedans. On l'avait découvert, enfin moi personnellement je l'avais découvert dans la saison 4 de 24 heures chrono, dans un rôle assez impayable où il faisait le fils hippie, démocrate du très républicain William Devane, et dont le petit twist perso consistait à révéler qu'il était homosexuel à son père et qu'il en avait extrêmement honte. Donc c'était un beau face-palme dans cette saison 4. Donc voilà, Logan Marshall Green est plutôt pas mal. Les autres comédiens sont des petits débutants, hein, personnellement je les connaissais pas. L'acteur qui fait le magma de l'informatique est une sorte aussi de sosie de Leonardo DiCaprio, période Roméo et Juliette. Et mélangé avec un peu du regard halluciné de Klaus Kinski. Ça vous fait un mélange un petit peu bizarre. Donc voilà. Enfin bon, donc pour conclure, parce qu'on va pas non plus s'étendre là-dessus, c'est une bonne petite série B, mais c'est même une très bonne série B qui fait passer une petite heure et demie à la cool. Voilà, je vous dis, le climax est pas bon, et pas à la hauteur du reste du film, et puis le discours aussi moralisateur sur les dangers de l'intelligence artificielle, c'est pas non plus très neuf et pas non plus d'une intelligence folle, mais passons outre parce que le film est très efficace et que surtout je pense que le budget était pas énorme et qu'il a une bonne gueule esthétiquement ce film. Donc moi je vous le recommande chaudement, et je sais que Seb toi aussi justement t'en attendais rien et que ça t'a bien surpris. Ouais, bah, tu disais, ça a une bonne gueule, surtout quand tu sais que c'est le deuxième film du mec et que le premier c'était Insidious 3 ou 4, je sais plus lequel là. 3, ouais, le 3. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est pour ça en fait, j'attendais pas grand chose, tout le monde s'était en train de tous ceux qui l'avaient vu disaient que c'était formidable, moi je voyais le nom du mec, c'est pour ça que j'ai regardé au début d'un seul œil, et puis en fait, petit à petit je me dis, putain, mais c'est pas mal, la première séquence de fight là, avec l'intelligence artificielle, je me suis dit, wow, ça envoie quand même un peu du lourd. Donc j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que et c'est malheureux, enfin voilà, essayez d'en savoir le moins possible sur le film, déjà on vous en a dit beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose qui passe vraiment bien, et allez-y, vous avez passé un chouette moment, une bonne petite série B à l'ancienne. C'est une belle bande démo pour qu'il aille travailler chez Marvel. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va arriver. Pourquoi pas. Les Vanel, James Wan, c'est ouais, ouais, peut-être qu'il ira chez DC du coup, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est quand même, ils sont quand même. Parce que là, je le verrais bien faire un Superman. Hein. Carrément. Comme ça, bah oui, écoute, moi, il faut trouver un réal qui est capable de filmer Superman comme l'avait fait Zack Snyder, et là, comme ça, je le vois bien faire. Ouais. Et quel acteur pour faire Superman? Henry Cavill, on s'en bat les couilles des rumeurs. Henry Cavill. il est dans beaucoup de projets aussi, ce pauvre homme. Je sais pas s'il va pouvoir se multiplier. Parce que, mine de rien, on l'annonce quand même dans The Witcher. Mais je crois que c'est même plutôt officiel, cette connerie. Ouais. Oui, je crois que c'est officiel. Parce que 8 épisodes. Donc, il me semble, donc ça ira vite. Ouais, je pense qu'il y aura plusieurs saisons, à mon avis. Ça risque de cartonner, cette histoire. Donc voilà, écoutez, Upgrade, moi je vous le recommande chaudement. C'est bug approved. Voilà. Bravo. Bastien, tu nous fais ton petit pot pourri qui s'annonce bien pourri. Oui. Je me suis dévoué encore pour regarder des séries que vous n'avez pas forcément eu le temps de jeter un regard dessus. Ou pas l'envie. Ou pas l'envie. Et donc là, je vais commencer par Castle Rock, dont Canal+ va bientôt diffuser, je crois, les épisodes. J'ai vu une petite promo, la grosse promo qui vous donne envie de regarder la série. Et même de prendre un abonnement à Canal. Je sais pas si c'est la même promo qu'on a vue, mais moi aussi j'ai vu une promo avec toutes les séries qu'ils allaient passer. Je me suis dit, waouh! Ouais. Comme à la bonne époque, où effectivement on regardait les séries des fois sur Canal+. Et donc Castle Rock, vous voyez ce que c'est du coup, c'est la série produite par J.J. Abrams qui en fait reprend l'univers de Stephen King, mais en fait c'est pas une adaptation d'un livre de Stephen King, mais ça reprend on va dire des thématiques, des idées, des gimmicks de Stephen King. C'est un espèce de mélange de l'univers de Stephen King, mais avec une pure création. Et c'est diffusé à la base sur Hulu, la chaîne de The Handmaid's Tales. Donc, un peu mal à me parler quand on entend dans cette chaîne. La chaîne qui monte. Et peut-être que Martin Guigui va travailler un jour chez Hulu. Hulu a diffusé l'excellent de Looming Tower quand même. Ah oui. Faut pas déconner. Il manque Hulu dans un coin. Il manque Hulu. Exactement. Alors côté casting, c'était quand même plutôt très alléchant, puisque il y a Terry O'Quinn qui joue dedans. Ah merde, je savais pas.
Mais bon, ouais, regardez pas la série pour lui parce que c'est la grosse arnaque. Hein. Genre, il meurt au bout de un quart d'heure et puis après on le revoit que dans des petits flashbacks et des trucs comme ça. Oh là là. On a aussi Terry O'Quinn, flashback. Ouais. Sissy Spacek, rescapé de Carrie, qui est là. On a aussi Bill, comment il s'appelle, Skarsgård, le clown des nouveaux Ça. Donc vous comprenez bien, ils reprennent en plus des acteurs qui ont déjà joué un peu dans des adaptations de Stephen King. Hein. Dans l'univers. On retrouve aussi Scott Glenn, génial. qui rejoue quasiment la même chose que dans The Leftovers. Et on retrouve aussi Mélanie Linsky, la créature céleste. Ouais, créature céleste, exactement. Et dans The Shield. Et ah ouais, j'avais oublié. Ouais, elle faisait un petit rôle de serial killeuse dans The Shield. Voilà. Et donc, c'est la série somnifère par excellence. Hein. C'est une série qui ne sait strictement rien raconter. Hein. Déjà, vous l'avez senti quand je vous expliquais un petit peu le projet de la série. On le sent que pendant toute la série, c'est un peu ça. Ils savent pas finalement trop quoi raconter de l'univers de Stephen King. C'est un micmac d'histoires pas intéressantes, avec plein de mystères mystérieux comme J.J. Abrams sait les faire dans ses séries multiples. Mais là, ce qui est extrêmement pénible, c'est que donc ça dure 10 épisodes. C'est assez court, mais en même temps assez long quand on ne sait pas trop où aller et quoi raconter. Je pense qu'un téléfilm de 3 heures, comme il le faisait à la grande époque des adaptations de Stephen King, aurait peut-être suffi à raconter cette histoire. Surtout qu'au final, en fait, ça ne raconte pas grand-chose de nouveau. Parce que jusqu'à la fin, hein, quasiment à la fin du dernier épisode, on ne sait pas trop où il voulait aller, de quoi il était question. Et en fait, je vous le donne en mille, hein, il y a des histoires d'univers parallèles, donc un truc qu'on ne voit jamais à la télévision. Ouais, ça tombe bien ça. Avec des univers alternatifs qui se mélangent, entrechoquent, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc tout ça tombe un petit peu à l'eau, en eau de boudin dans son dernier épisode. Tu sens qu'il n'y a vraiment pas de vision d'ensemble du truc. Il n'y a pas une idée. Il n'y a pas l'idée qui au final tu te dis t'as envie de suivre les épisodes, quoi. Parce que je vous dis, il y a quand même une idée de départ qui te fait un fil rouge, si vous voulez. Mais c'est pas tant exploité que ça au cours des épisodes. Il y a d'autres trucs périphériques, mais qui n'ont rien à foutre un peu là, et tu comprends pas trop. Je vous dis, ça tient bizarrement cette série. Mais c'est tellement mal pensé en plus que chaque truc parce qu'il y a quand même, chaque épisode a un petit peu son petit truc qui te fait à la fin de l'épisode te donne envie de revenir, un petit twist ou un truc comme ça. Mais c'est tellement mal pensé et amené qu'à chaque fois ça fait plouf, quoi. C'est un peu comme The Walking Dead en fait. Oula. On te faisait revenir à l'épisode suivant et c'était réglé en 35 secondes et tu disais cliffhanger de merde. Puis t'as un épisode qui est un petit peu plus correct, qui est l'épisode 7, qui a un peu leur The Constant à eux de Lost, sauf que là c'est un The Constant pour vieux avec Sissy Spacek et Scott Glenn. Puis là ça finit sur du Max Richter, donc le truc qui fonctionne plutôt bien. Mais le problème c'est que The Constant, quand ça arrive, c'est dans Lost saison 4, donc t'es déjà un petit peu impliqué émotionnellement vis-à-vis des personnages. Là, quand tu le fais au bout de cet épisode d'une nouvelle série, ça fonctionne pas forcément. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, comme actrice, Jane Levy, qui doit jouer dans le nouveau Evil Dead, je crois, enfin la nouvelle version de Evil Dead. Pour qui j'ai un gros crush. Elle est dans mon top 5 des rousses. Je suis Tony. Et donc, je vous le donne en mille, pour vous donner un petit peu l'idée de cette série. Son personnage s'appelle Jackie Torrance. Donc, que c'est fin. Vous avez compris, et à un moment elle dit oui, il y a mon oncle qui était dans un hôtel et qui a un petit peu pété les plombs et tout. Quelle horreur. Et c'est un peu ça la série, hein. Donc il y a une prison, c'est Shanchek, la prison. Il y a un chien à un moment qui fait penser à Cujo, mais il sert pas à grand chose. Puis aussi une parodie, quoi. Ouais, mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que du coup, en fait, au final, je ne savais pas trop en regardant la série, mais donc je me suis renseigné à la fin. C'est une anthologie encore, hein, donc chaque saison aura sa propre histoire. Mais en fait, j'allais te demander justement si la saison 2, il y allait la voir ou pas.
Du coup, ça a été signé et tout, et on sait déjà à peu près ce qui devrait en être, puisqu'on a une scène post-générique qui nous annonce cette saison 2, et justement, on revoit ce personnage de Jane Levy qui ne servait à rien dans la première saison, et qui est en train de taper à la machine à écrire un truc où en fait elle s'intéresse au cas de son oncle, et en fait elle décide de partir là-bas pour essayer de creuser un petit peu ce qui s'est passé. Donc on devrait exploiter l'univers Shining pour la saison 2. Coucou American Horror Story quand même. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça, ils essayent de faire une anthologie, mais avec des personnages quand même qu'on pourrait retrouver d'une saison à l'autre, mais avec pas forcément la même importance d'une saison à l'autre, mais il devrait y avoir... après, c'est ce que les acteurs vont vouloir ou pas, et puis au gré du succès de la série ou pas. Je sais pas trop, mais du coup, ils ont quand même réussi à avoir une saison 2, mais je suis pas sûr que ça ne tienne très longtemps, cette histoire. Toujours sur Hulu. Toujours sur Hulu. Mais ouais, du coup, je déconseille totalement Castle Rock parce que j'ai vraiment rien de positif à en dire sur cette série. Au final, j'ai beau chercher, hein, j'ai mis 1 sur 6 à ma note finale. C'est vraiment pas inspiré, ennuyeux au possible. Ça complexifie des trucs très simples et c'est comme on disait tout à l'heure avec Nolan et compagnie. Sauf que Nolan, lui, quand il emballe bien son truc, donc ça passe. Mais là, en plus, tu comprends vite que c'est le bordel et que en fait, il faut juste attendre le dernier épisode pour avoir un semblant de vérité à tout ça, un semblant de clarté. Et donc, tu décroches très très vite sur cette série. Donc, Castle Rock, vous pouvez passer votre chemin. Et ensuite, je vais vous parler de Maniac, mini-série Netflix qui a fait parler d'elle récemment, puisque... Il est arrivé. Des avis très, très divergents. Très divers. Alors moi j'avais mis une grosse piécette dessus avant de la voir, puisque j'avais de la grosse attente, parce que c'est donc créé et écrit par Patrick Somerville. Runaway, Turnaraway, Runaway, rien à voir. C'était Jimmy Somerville. C'était Jimmy Somerville. Qui est en fait un transfuge de The Leftovers, qui était dans l'équipe des scénaristes. Et les épisodes sont quand même tous réalisés par l'ami Kari Rory Fukunaga, donc monsieur True Detective saison 1 et le futur réalisateur démissionnaire de James Bond. Et on avait un casting aussi plutôt qui a de la gueule, puisque des acteurs de ciné à la base. On a Jonah Hill et Emma Stone au premier plan, et autour il y a des têtes connues, puisqu'on retrouve Justin Theroux, Gabriel Byrne, Sally Field, Sanaya Mizuno et j'en passe. Donc merci. C'est un acteur français. Donc la promesse de quelque chose de plutôt solide, avec en plus un scénar assez fandard, puisque en gros, pour vous la faire vite, c'est l'histoire de Jonah Hill et Emma Stone. C'est un peu des dépressifs qui ont des problèmes, ils sont malheureux, ils sont schizophrènes, un peu tout ça, et donc ils vont aller dans une espèce d'entreprise qui est censée les soigner, voilà. Et en fait ils vont prendre une espèce de pilule qui va les mettre dans un autre univers, ils vont vivre une autre vie à la leur, et ça devrait finalement les soigner tout ce qu'ils vont vivre, si vous voyez ce que je veux dire. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et du coup on voyait des images un petit peu avant le début que ça a été diffusé, où il y avait de l'heroic fantasy, des trucs comme ça, donc on s'est dit ça peut partir loin, ça peut être barré, ça peut être fun, donc grosse piécette dessus. Et puis j'ai oublié de préciser, c'est un remake, cette série, on ne le sait pas forcément, mais c'était une série norvégienne à la base, ils ont piqué le truc je découvre. Ouais. Et donc j'ai regardé les 10 épisodes et au final je suis déception, il faut le dire. Non, tu es Bastien. Non, elle est nulle celle-là. Et vous savez ce qu'on trouve en Norvège? Les Norvégiens. Voilà. Beaucoup d'humour dans cette émission. Et les Norvégiens. Donc c'est une série périssable du week-end, le syndrome Netflix à chaque fois, on en parle beaucoup, puis si vous l'avez regardé en un week-end ou une semaine, on n'en parle plus trop après, et en fait on ne s'en souvient plus de grand chose au final, et Maniac c'est un petit peu ça. Le problème c'est que déjà c'est pas très original, j'ai envie de dire, dans le visuel, dans la réalisation, c'est très imagerie 80s, donc c'est le truc que tout le monde refait maintenant, vous savez, ne serait-ce dans les logos, dans les décors, tout ça. On a l'impression de revoir la Dharma Initiative aussi, de Lost, avec les vidéos, tout ça. Il y a un côté nostalgie. On surfe aussi donc sur la vague Stranger Things avec les années 80.
Et puis, pareil, le truc, c'est en 10 épisodes et t'as l'impression de voir un film saucissonné en 10. Puisqu'on a encore des épisodes aux durées diverses, hein, ça va de 45 à 26 minutes, je crois. Donc, ça aurait été, si ça avait été. En fait, la série, tu te dis, si ça avait été qu'un film, peut-être que ça aurait pu. La supercherie du truc, déjà, je pense qu'elle serait tombée très vite, hein, on n'en aurait pas fait tout un foin du film. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait faire une série déjà pour que ça en fasse parler, parce que donc tu sens le gros truc, les acteurs assez connus, mais si ça n'avait été qu'un long métrage, je pense que ça n'aurait pas autant eu d'impact. Et en fait, le côté série, c'est la bonne idée, mais en même temps, c'est là où tu vois la limite du truc, puisque comme je vous dis, c'est beaucoup étiré dans les épisodes. Donc pareil, c'est encore une série qui au final n'a pas tant de choses que ça à raconter. Alors quand j'ai regardé les premiers épisodes, j'avais hâte quand même de voir la suite parce que je voulais savoir quand même où ça allait nous mener, même si j'avais vaguement une idée du truc parce qu'ils grillent pas trop leurs cartouches dès le début. Et puis en fait ça s'est assez étiolé au fil des épisodes. Si vous voulez, en fait c'est une série qui a des idées à la fin qui sont plutôt bonnes, mais en fait le chemin pour y parvenir est extrêmement pénible, en fait, très ennuyeux et chaotique, j'ai trouvé. Donc un épisode dure en général 45 minutes. Quand tu te farcis quasiment, je sais pas, 30 minutes où tu te emmerdes un petit peu quand même, c'est assez ennuyeux, je trouve. Alors l'épisode 9 qui est un petit peu, je pense, l'épisode The Constant. Pas The Constant, mais le gros épisode final avant, parce que donc le 10e épisode est un petit peu plus simpliste dans l'idée, on résout les trucs, mais l'épisode 9, donc effectivement il y a son lot de séquences un petit peu plus intenses avec de l'émotion, il y a encore un plan séquence comme il l'avait fait déjà pour True Detective, assez impressionnant du coup, un faux plan séquence. Qui est assez fun là du coup, mais le problème de tous ces trucs là c'est que c'est perdu, et parce que donc, ça arrive au 9e épisode et en fait je vous dis au niveau de l'émotion du coup ça ne fonctionne plus trop, ça arrivait un peu trop tard. Ouais. Y a, donc pour ceux qui ont vu la série, par exemple l'épisode qui tourne autour de la recherche du raton laveur et compagnie, t'as des trucs un petit peu comme ça what the fuck dans la série avec un second degré toujours un peu présent, où tu te dis que la série joue un petit peu trop malin, un peu comme Leftover d'ailleurs pouvait le faire aussi par moment, mais Leftover, si vous voulez, chaque épisode racontait quand même une histoire, était conçu avec quelque chose à dire, j'ai envie de dire, à la fin de l'épisode, alors que là, comme c'est saucissonné, si vous voulez, en fait les trucs sont dilués dans le temps et du coup ça ne fonctionne pas. Après, donc, vous avez l'impression que je dis beaucoup de mal, mais c'est pas si nul que ça. Hein, donc. Mais c'est du 3/6 pour moi, c'est extrêmement moyen. Le dernier épisode, donc, c'est un petit peu, tu te dis, ouais, tout ça pour ça. Quoi. Quand le dernier épisode a commencé, je me disais, bon, allez, peut-être que ça va peut-être retourner le truc, et puis je reverrai les autres épisodes avec enthousiasme. Et là, je me dis que non, j'ai pas envie de revoir la série, quoi. Après, donc, tu disais, ouais, la série a été reçu. Moi j'ai quand même entendu plus de l'avis positif que négatif. Ouais. Après il y a notre ami la vieille canane Eddie Mitchell qui a quand même donné son petit avis sur la série, hein, qui nous a dit qu'Emma Stone elle était moche et que Jonah Hill il avait les pieds carrés, donc passez votre chemin. C'était pas de Ryan Gosling dont il parlait? Oui, si, il est en train d'arranger la déclaration d'Eddie. Pardon, toutes mes confuses. Mais oui, donc au niveau référence de la série, vous l'avez compris, tu parlais d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, justement, je pense que la série aurait dû aller plus vers ce côté-là, peut-être dans le côté couple émotionnel, et en fait, ça fait penser donc aussi à Matrix, à Inception. Et j'ai vu aussi que la série était beaucoup comparée à Légion. Alors moi j'ai pas regardé Légion, mais apparemment dans les délires de Légion, j'ai vu ça, ouais. Dans les trips, tout ça, c'est assez semblable apparemment. Donc voilà un petit peu pour les références. Mais ouais, justement, du coup, Maniac n'apporte rien de nouveau par rapport à ces trucs-là qu'on avait déjà vu un petit peu avant. Et du coup, la série, je sais pas le budget, mais on sent qu'ils avaient de l'argent, mais pas non plus à se taper le cul par terre, quoi, parce que c'est assez... C'est une série originale Netflix quand même, non? Oui. Ouais. Oui.
Mais ouais, c'est assez cheap, mais en plus c'est un cheap un peu revendiqué, puisque du coup ils jouent un peu de ça avec je disais, leur nostalgie, tout ça de l'époque. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est attention à... C'est Cory, je ne sais même plus à chaque fois, Fukunaga, qui ramène un petit peu sa gueule, il aime bien ramener sa gueule, ce petit garçon. Et j'ai envie de lui dire attention, parce que donc True Detective saison 1 avait très bien fonctionné, mais pareil, c'était une série, on l'avait vu, qui n'était pas très originale, mais là il avait réussi à apporter un point de vue différent, il y avait les acteurs qui étaient extrêmement bons, donc voilà. Qui avaient emporté le truc ailleurs, mais là même Jonah Hill et Emma Stone, je la supporte pas trop en général, mais là je l'ai trouvé elle est bien dans la série, c'est même, je pense, que c'est la plus intéressante des deux, et donc les acteurs sont toujours plutôt bons, mais c'est pas du niveau d'un Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Donc Fukunaga, attention, parce que là c'est la série, tu nous as fait la petite série du week-end inoffensive, dans laquelle on va pas trop se souvenir. True Detective, ça avait marché, mais là on ne me la fait pas, donc il va falloir faire attention pour la suite de sa carrière, parce que attention garçon, il avait dit quand même que True Detective saison 1 enfin, genre, c'est grâce à moi que la série était vraiment bien. Genre, Pizzaiolo, il était pour rien, quoi. Bon, bah écoute, voilà, on avait prévu de faire l'émission plus courte. Ouais. Comme d'habitude, on a réussi, je crois. Donc, messieurs, je crois que nous allons conclure là-dessus. Je vais quand même, à moins que Bastien, tu avais un dernier truc à ajouter, peut-être ? Non. Et Seb, Maniac, toujours pas. J'ai regardé le premier épisode, j'ai regardé la moitié du deuxième. Comme la dernière fois. J'ai enchaîné sur le dernier et j'en avais strictement rien à branler, j'ai pas envie. Et puis là, Bastien m'a confirmé que j'ai bien fait. Parce que c'était une série Netflix, quoi. Je l'ai regardé comme une série Netflix. C'est très bien. Bon bah voilà, donc le compte Twitter de l'émission Bug le podcast. Je suis Alphonse Dadet, il y a Grumpy Seb et Bastien, t'as un compte Twitter ou non ? En fait je viens de le fermer puisque je m'apelle Yé maintenant, Y-E. Bon, j'en prenais un peu trop dans la gueule là, avec mes histoires d'esclavage et de Trump. De Trump, je supporte, donc là, j'ai fermé pour l'instant mon compte. Et on dédicace à Jean Passe. Et à Charles Aznavour. Oui, aussi. Non, en fait, non. Bah si, il a fait Hop, là-haut. En version française, ouais. Ah ouais. Bon. Et de La Chèvre de Francis Weber aussi. Voilà, tout à fait. Bon bah d'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.